Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on a l'honneur, la chance et le plaisir d'écouter Lionel Marsin, qui est expert modélisation mécanique chez Safran. Lionel Marsin est un ancien élève de l'école centrale Marseille. Il a obtenu un doctorat en mécanique et ingénierie à l'Université de Bordeaux en 2010. Je pense que sa thèse, il l'a faite avec l'ONERA en collaboration avec Safran. Et ensuite, il a enchaîné avec un postdoc au LMT Cachan, qui est maintenant à Paris-Saclay. Et puis, il a passé une habilitation à diriger les recherches en 2019 à Sorbonne Université. Donc, finalement, il fait partie de la grande famille de Sorbonne Université. Alors, ces travaux de recherche et même des travaux au niveau de l'entreprise sont à l'interface entre le monde académique et l'industrie. Et il porte sur le comportement thermomécanique et des matériaux pour l'aéronautique. Donc, comme je l'ai dit au début, il est expert modélisation chez Safran. C'est un jeune docteur. Sa thèse, entre le moment où il a terminé sa thèse et au moment où il occupe un poste important chez Safran, ben, il s'est écoulé une petite dizaine d'années. Donc, il va nous raconter un petit peu tout ça, son parcours, et puis sur quoi il travaille. Et puis après, c'est ouvert à échanger avec lui, notamment pour les futurs doctorants, les docteurs qui sont en cours, qui vont fort probablement avoir un parcours comme lui, je l'espère. Et ça sera l'occasion d'un débat. Donc, on lui donne la parole. Lionel, merci. À toi la parole. Et puis, on est tout de suite. Bonjour à tous, merci Zoher pour cette introduction. Donc, je vais vous partager ma présentation. Je suis passé en mode plein écran, c'est bon? Oui, oui, Ok. oui. Très bien. Donc, merci pour ce propos introductif, Zoher. Donc, ma présentation est en plusieurs temps. Donc, le premier temps, je vais faire un petit overview sur mon parcours professionnel. Donc, comme le rappelait Zoher, donc moi, je suis diplômé de l'École centrale Marseille en 2006. En parallèle, j'ai suivi un master en mécanique des matériaux et des structures à l'Université d'Aix-Marseille. À l'issue de cette formation initiale, j'ai poursuivi par une thèse de doctorat à l'ONERA Châtillon de 2006 à 2009. À l'issue de ma thèse de doctorat, j'ai fait un postdoc au LMT Cachan. Et à l'issue de ce postdoc d'un an, j'ai intégré le groupe Safran, donc à Safran Aircraft Engines, en tant qu'ingénieur en mécanique des matériaux composites. Je suis resté en poste pendant 3 ans et au bout de ces 3 ans, j'ai intégré le centre de recherche du groupe Safran qui avait été lancé, donc qui s'appelle Safran Tech, en tant qu'ingénieur en mécanique des matériaux. Donc ça, c'est une période qui a duré 4 ans, 2014 à 2018. Et en parallèle de mes activités, on va dire, professionnelles au sein de Safran, j'ai encore un pied dans l'enseignement. Donc, et ça, j'y ai tenu depuis le début de ma thèse de doctorat, hein, à faire des enseignements, être auprès des étudiants. Donc, j'ai eu plusieurs postes de vacataires, on va dire, à l'École des mines de Paris, à l'ENS Cachan, à l'IUT d'Evry. Et actuellement, donc là, j'interviens dans le cadre du master design des matériaux et des structures qui est proposé par l'École des mines de Paris en collaboration avec le Centre des matériaux. Et toujours sur le volet enseignement, j'ai des activités d'enseignement ou de formation, on va dire, au sein de mon entreprise. Et donc, on a un campus universitaire dans lequel on dispense ces formations qui s'appelle Safran University. Et donc là, tout ça m'a amené à être aujourd'hui donc adjoint métier, on appelle ça chez nous à Safran, en modélisation mécanique. Et donc ça, c'est un poste que j'ai depuis maintenant 4 ans.
Et donc, comme le rappelait Zoher, en 2019, j'ai soutenu donc mon habilitation à diriger des recherches à la Sorbonne University. Donc, mon parcours dans le monde industriel m'a permis d'avoir, ça c'est un message aussi pour vous les étudiants, m'a permis d'avoir une consistance, on va dire, et un niveau scientifique dans les travaux qui sont menés en interne et en partenariat avec les académiques pour pouvoir présenter une thèse d'habilitation à diriger des recherches. Donc, en quoi consiste mon métier? Mon métier porte sur l'étude du comportement thermomécanique des matériaux pour l'aéronautique. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par une étape de caractérisation des matériaux, du comportement mécanique des matériaux pour des chargements représentatifs des sollicitations vues par les pièces. Donc là, typiquement, une petite illustration ici où on voit un essai sur une éprouvette cruciforme qui permet d'avoir un chargement biaxial qui est représentatif des chargements vus dans nos pièces et notamment dans des disques de turbine. On a beaucoup de chargements biaxiaux, notamment en fatigue, en sollicitation de fatigue. De ces caractérisations, on va faire des analyses pour vraiment comprendre les mécanismes physiques à l'origine de la réponse mécanique du matériau en faisant le lien avec le procédé et la microstructure induite. Donc là, une illustration d'une observation MEB d'un faciès de rupture d'une éprouvette qui a été sollicitée en traction uniaxiale. Et donc là, on voit un beau faciès de rupture ductile. Et donc, une dernière étape, un dernier volet, vise à modéliser le comportement de nos matériaux. Donc, ça passe par une étape d'identification, calibration des paramètres de nos modèles pour décrire la réponse mécanique du matériau. Et ces modèles sont par la suite mis en œuvre pour faire du calcul par élément fini, soit à l'échelle de la microstructure, comme on peut le voir ici, donc une représentation d'un agrégat polycristallin, donc avec les différentes phases qui constituent le matériau, dans lequel on va inscrire un comportement matériau et faire des simulations à cette échelle-là pour en dériver le comportement effectif à l'échelle macroscopique. Et aussi, on peut bien évidemment conduire des simulations numériques à l'échelle de la pièce pour en prévoir sa tenue mécanique pour des sollicitations vues en service. Le challenge qu'on a à relever, c'est renforcer la compréhension du lien entre le procédé, la microstructure et les propriétés d'usage. Ça passe par l'amélioration de notre connaissance matériaux et procédés et nos dimensionnements. Et pour ce faire, la modélisation et la simulation est un levier. À la fois donc pour augmenter la maîtrise de nos procédés, en utilisant notamment des modèles matériaux représentatifs du comportement, à comprendre les mécanismes de ruine par des modélisations micromécaniques à l'échelle de la microstructure et en proposant donc des modèles phénoménologiques macroscopiques pour faire du dimensionnement de structure. Mon environnement de travail. Donc, comme je le précisais en introduction, moi je suis adjoint métier, donc c'est l'équivalent d'un rôle d'expert qui passe par du tutorat, du coaching auprès des ingénieurs juniors, on va dire, des sollicitations pour la résolution d'événements majeurs, donc ça c'est le terme politiquement correct pour évoquer des crises que l'on peut rencontrer soit en production, soit en service, et la spécification du besoin R&T. Donc là, c'est la partie qui consiste à définir notre feuille de route R&T, les travaux pluriannuels que l'on veut mener et l'identification des partenaires. Donc, comme je disais, je suis aussi impliqué dans le monde académique, donc d'une part via les enseignements que je peux réaliser,
aussi les interactions fortes que l'on peut avoir via la conduite de projets R&T collaboratifs. Et enfin, aussi via le transfert des méthodologies donc ou des technologies à la fois expérimentales et numériques qui sont développées par nos partenaires académiques et donc qu'on intègre en interne au niveau industriel. Et enfin, j'ai aussi un rôle d'animation du réseau mécanique des matériaux au sein de Safran. Et ça réunit un certain nombre d'acteurs du domaine. Et on a des discussions notamment qui visent à définir notre stratégie R&T sur le domaine de la mécanique des matériaux et aussi pour monter des projets collaboratifs. Voilà pour mon propos introductif. Donc là, maintenant, je vais parler brièvement du groupe Safran. Donc Safran, c'est un groupe international de haute technologie. Donc là, je ne vais pas vous balayer tous les chiffres, mais quelques éléments quand même importants à retenir. C'est déjà les domaines d'activité. Donc, on va couvrir à la fois la propulsion aéronautique et spatiale, les équipements aéronautiques, les intérieurs pour les avions et la défense. Un autre chiffre aussi important qui, pour moi, est à retenir, et notamment compte tenu du public, c'est les investissements que l'on a au niveau de la recherche et du développement. C'est plus de 1 milliard d'euros qui sont consacrés à la recherche et au développement. Et en termes de brevets, c'est plus de 1000 brevets qui sont déposés chaque année, ce qui nous positionne au niveau national, suivant les années, à la 2e ou à la 3e position. Et donc, comme on peut le voir, quand vous prenez un avion, vous allez être en interface avec beaucoup d'équipements qui sont de responsabilité du groupe Safran, et notamment par l'acquisition récente du groupe Zodiac, qui a permis d'élargir le portefeuille de produits sur lesquels nous sommes acteurs. Donc, naturellement, vous allez connaître les moteurs par Safran Aircraft Engines, enseignement la SNECMA. On va avoir aussi les trains d'atterrissage qui sont fabriqués et conçus par Safran Landing System, qui aussi s'occupe des roues et des freins en carbone qui sont sur ces trains d'atterrissage. Et après, un peu plus exotique, on va dire, et ça c'est issu de l'acquisition de Zodiac, on va avoir tout ce qui concerne les toboggans d'évacuation dans l'avion, mais aussi tout ce qui va concerner la cabine avec les sièges et même aussi donc, les cabines de toilettes pour la gestion des eaux. Si je fais un focus sur Safran Aircraft Engines, donc nous sommes un motoriste aéronautique et donc on va couvrir notre activité par l'aviation civile, donc avec les moteurs civils, donc là les moteurs CFM typiquement, et les moteurs militaires pour l'aviation militaire. Et donc là, le produit phare, c'est le M88 qui équipe les avions du Rafale. Donc, un peu d'histoire. Donc, Safran Aircraft Engine, c'est plus de 110 ans d'histoire. Donc, si on repart historiquement, donc, il y aura eu en 1905 les frères Seguin qui ont fondé la Société des moteurs Gnome. Dans les dates clés à retenir, il y a en 1974, il y a la création de CFM International. Donc, CFM International, c'est un partenariat, une JV avec General Electric pour la conception des moteurs d'aviation pour les moyens courts courriers de l'aviation civile. Et donc, de cette collaboration, il y a eu le premier vol en 1981 du DCI-871 qui a été remotorisé
avec donc les CFM 56. Autre date clé, côté militaire, c'est en 1990, c'est le premier vol du Rafale qui était équipé du moteur M88. Et donc là, plus récemment, une nouvelle génération de moteurs a été introduite dans l'aviation civile pour remplacer les fameux CFM 56. Et donc là, c'est l'introduction du moteur LEAP. Donc il y a 3 familles de moteurs LEAP. Le LEAP 1A qui équipe les Airbus A320neo. Le LEAP 1C qui équipe donc le Comac C919. Donc ça, c'est Comac, c'est l'avionneur chinois qui est maintenant en concurrence avec les 2 avionneurs qui ont le marché, qui sont Boeing et Airbus. Et donc, pour finir, dans la famille, il y a le Boeing 737 MAX qui équipe les moteurs LEAP 1B. Sachant que si on regarde la répartition par avionneur, nous sommes en exclusivité sur le moteur, sur le Boeing 737 MAX pour le LEAP 1B. Et pour l'A320neo, on est en concurrence avec Pratt & Whitney, donc qui est un motoriste américain. Quelques mots sur les exigences de nos moteurs. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous passer une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne un turboréacteur. Vous entendez, les gars? C'est quoi? Je parie que c'est encore un moyen courrier. Hey, ça me secoue les atomes. Curieux. Il paraît loin, mais je mets mon proton à couper que cet engin est plus près qu'on ne pense. Attendez, c'est un avion propulsé par des moteurs LEAP. Prêt pour le grand saut? Mais c'est quoi un LEAP? Quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. Vous êtes prêts? On y va! Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? C'est simple. Le moteur fait avancer l'avion. L'air est aspiré par les aubes de la soufflante, puis expulsé à grande vitesse à l'arrière du moteur, créant ainsi la poussée nécessaire. C'est le principe de la loi de Newton. Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. Alors, comment ça marche? Les âmes sensibles, suivez-moi dans le flux secondaire. Les fans de sport extrême, avec moi. On va traverser les compresseurs, la chambre de combustion et les turbines. Le LEAP est un moteur à taux de dilution élevé, ce qui signifie qu'un grand volume d'air contourne la turbomachine pour être directement éjecté à l'arrière du moteur. La soufflante agit comme une hélice. En tournant, ses aubes profilées poussent le flux d'air dans le moteur. Plus léger, les composites sont également plus efficients et plus résistants. Voilà les compresseurs. Tenez-vous prêts, ça va commencer à chauffer. Vous sentez? C'est le compresseur basse pression qui nous comprime. Et maintenant, le compresseur haute pression. Vous allez sentir la différence. Ces compresseurs ultra performants amènent l'air dans la chambre de combustion dans des conditions optimales de pression et de température. Ça devient brûlant. On va se faire griller. Messieurs, laissez-moi vous présenter les kérosènes. Ces gars vont vous illuminer. Déjà? D'habitude, on se mélange à l'intérieur. Plus maintenant. Je vous croyais plus nombreux. Normalement, oui. Mais ce moteur se contente de peu. Cette petite particule de kérosène a raison. Le LEAP consomme moins de carburant que les moteurs de la génération précédente. De plus, les injecteurs mélangent le kérosène et l'air avant d'entrer dans la chambre de combustion, créant un mélange homogène qui réduit le pic de température pendant la combustion. Cette technologie réduit aussi les émissions. Allez, c'est parti. La chambre de combustion. C'est le cœur du moteur, où l'énergie est créée par la combustion du carburant et de l'air comprimé. Est-ce que vous êtes prêts? Et voilà l'accélération finale. Quelle poussée! On est où maintenant? Dans les turbines, on va leur transférer notre énergie. C'est la dernière étape avant de rejoindre notre équipe. Éclatez-vous! Les nouveaux matériaux et l'aérodynamique augmentent l'efficacité et la durabilité des turbines. La pression et la vitesse des gaz chauds fournissent la force nécessaire pour faire tourner les turbines et l'arbre, qui à son tour entraîne le compresseur et la soufflante. Allez les gars, on ne traîne pas. À nous seuls, on assure 90% de la poussée de ce bijou.
Tiens, voilà ces fous d'adrénaline. Alors, c'était comment? Rapide, chaud et fantastique. Un méga trip. Tu rigoles ou quoi? C'est nous qui avons fait tout le boulot dans le fût primaire. Pas tout à fait, petit. C'est un vrai travail d'équipe. On a besoin les uns des autres. Nous, on produit l'énergie pour faire tourner le moteur et eux, ils fournissent la majeure partie de la poussée pour faire avancer l'avion. Chef, on dirait que c'est notre jour de chance. Tu l'as dit. C'est reparti, les gars. En avant! Donc, donc, on a vu comment fonctionnait un moteur. Quelles sont les exigences, contraintes que l'on a lorsqu'on va concevoir un turboréacteur? Autrement dit, à quelles questions on doit répondre? Tout d'abord, il y a les questions environnementales. Donc, comme on peut voir, un moteur peut être amené à évoluer dans différents environnements. Donc, il peut avoir de l'eau, de la neige, de la glace, en fonction des zones du globe, du sable, ici, ou bien aussi, on peut rencontrer des corps étrangers, notamment au décollage, avec potentiellement des ingestions d'oiseaux. D'un point de vue performance, si on compare par rapport aux autres industries du transport, donc ce qu'on peut voir, hein, c'est que un avion, il va avoir une performance de 73 400 kW. C'est beaucoup plus qu'une voiture en termes de performance et de puissance qui est de là de 100 kW. En termes de durée de vie aussi, on a des exigences qui sont très importantes. Si on regarde pour une Formule 1, bon là, ça a un petit peu changé, ça a évolué, mais il faut que ça tienne au moins. Le moteur, maintenant, il doit tenir 2 ou 3 grands prix. Mais ça reste très peu en termes de durée de vie. Un moteur civil, il doit faire plus de 21 millions de kilomètres au cours de sa vie. Et ça veut dire plus de 20 000 heures, de vol avant des premières opérations de maintenance ou avant d'être amené à changer vraiment de manière importante les composants qui constituent le moteur. Et par ailleurs, les composants, les pièces du moteur rencontrent des sollicitations élevées et en plus à haute température. Si on prend l'exemple des disques et des aubes de turbine, on va avoir des températures qui vont être très élevées ici. Donc, on est entre la température ici, le long du moteur. Donc là, on a toute la partie compression, basse pression, compression, haute pression, la chambre de combustion, la turbine BHP, puis la turbine HP. Et là, les températures que l'on voit, ce sont les températures des gaz, enfin de l'air dans le moteur. Donc, ça peut monter jusqu'à 1700 degrés au niveau de la chambre de combustion. Et donc, les composants doivent tenir à ces températures-là. Et donc, du coup, pour du métal, potentiellement, ce n'est pas possible, parce que là, on est au-delà des températures de fusion. Donc, on va appliquer des revêtements ou des technologies de refroidissement pour avoir une température acceptable au niveau du métal. Néanmoins, ça reste quand même des températures élevées. Et typiquement, pour une aube de turbine BP ou HP, on va aller jusqu'à 1200 degrés, température métal. Donc, on a des contraintes en termes d'un point de vue mécanique, à la fois du fluage, de la fatigue pour des sollicitations cycliques ou du fretting. Donc là, c'est pour les interfaces entre composants. Donc ici, typiquement, sur cette aube de turbine BP, elle va être rattachée au disque, ici, au niveau de son pied. Et donc, on a une interface qui va créer une zone de contact pour lesquelles on peut avoir ce qu'on appelle du fretting, donc soit de l'usure
soit des endommagements induits par le frottement du pied de l'aube au niveau de l'alvéole du disque. Par ailleurs, si on veut, en termes de charge, on peut voir qu'en fait, chaque aube de turbine, ici pour une aube de turbine HP, du fait de l'effort centrifuge, on doit soutenir une charge équivalente à 22 tonnes. Chaque petite aube donc, tient l'équivalent d'un camion remorqueur au niveau de l'eau. Donc, le rôle des matériaux et procédés au regard de ces exigences et de ces contraintes de conception. Donc, quelques éléments de contexte. Pardon. Voilà. L'industrie aéronautique civile. Sur l'industrie aéronautique civile, on a des perspectives de croissance sur les 20 prochaines années. Et ça, c'est actualisé même avec des chiffres post-Covid. C'est-à-dire que le Covid aura eu pour effet de mettre un frein à cette croissance, mais les perspectives sont toujours aussi importantes en termes de renouvellement de flotte des moteurs d'avion, mais aussi en termes de croissance du trafic aérien. Et donc là, ça va conduire typiquement à devoir livrer dans le monde plus de 34 000 nouveaux moteurs du fait de cette croissance du trafic qui va être supérieure à plus de 2% par an. Cette croissance du trafic doit nous conduire à relever un certain nombre de défis environnementaux. Et donc là, ce qui a été pris comme décision par l'ensemble du monde de l'industrie aéronautique, c'est d'atteindre le zéro émission à l'horizon 2050. Et donc, une partie du chemin va être réalisée par l'introduction de nouvelles technologies, matériaux et procédés, pour notamment des problématiques de gain de masse, pour réduire les consommations de carburant. Donc, les matériaux et les procédés sont donc une des clés des performances du moteur. Donc ici, si on revient sur le moteur LEAP, par rapport au CFM, il y a eu d'introduction de nouvelles technologies, dont une principalement qui a été de passer les aubes de soufflante qui étaient précédemment en titane en matériaux composites. Et donc là, c'est un matériau composite tissé 3D qui a été mis en œuvre pour la conception et la fabrication des aubes de soufflante. Un autre matériau a été développé, c'est un acier haute résistance qui est pour les arbres de turbine basse pression en ML340. Donc, qui a remplacé le matériau qui était précédemment utilisé, qui était du Maraging 250. Et dans tout ça, il y a encore des matériaux qui payent leur place d'anciennes générations. Donc là, typiquement, le DS200, qui est un alliage à solidification dirigée, qui est utilisé pour la fabrication des aubes de turbine basse pression. C'est un matériau qui a plus de 40 ans d'âge et qui est encore utilisé aujourd'hui, à la limite de son domaine de fonctionnement, mais qui est encore mis en œuvre. Et donc, l'introduction de ces nouveaux matériaux, l'amélioration des designs a permis d'atteindre les objectifs de 15% de réduction de carburant et de 50% de réduction des émissions de NOx. Si on fait un overview rapide sur les matériaux qui sont mis en œuvre dans les moteurs LEAP aujourd'hui, donc là, c'est une coupe moteur. Donc ici à gauche, on a la soufflante, donc c'est l'aube fan CMO. Et ici à droite, c'est la turbine BP, basse pression. Et donc, on voit qu'on a plusieurs classes matériaux qui sont mis en œuvre en fonction des températures d'utilisation. Donc, on va avoir des aluminiums en entrée. Donc, le TA6V, c'était pour du CFM56. Sur le LEAP, on est passé en CMO. Et après, pour les parties chaudes, en général, on va utiliser des bases nickel et des bases cobalt. Donc, quand on dit base nickel, ça va être typiquement de l'Inco 718,
du René 65, par exemple. Donc là, c'est un matériau, pareil, un matériau nouveau qui a été introduit sur le LIP pour les disques de turbine. Et donc, si on regarde la répartition en masse des matériaux, on voit donc une bonne part de matériaux composites de plus en plus importante dans les moteurs et donc les bases nickel qui sont quand même encore prépondérants. Si on fait la somme entre les coulés et les forgés, ça reste les matériaux, ici pratiquement 50% qui sont utilisés dans le moteur LIP, compte tenu des températures et des performances que l'on souhaite atteindre et avoir pour nos matériaux. Donc, les bases nickel font vraiment le job. Donc, pour réduire la masse, on peut passer par l'utilisation d'alliages à très haute résistance. Donc là, typiquement, pour les bases titane, il y a le TI17, qui est un alliage à très haute résistance. Sur les aciers, il y a donc le ML340 qui a été introduit sur le moteur LIP. On va aussi retrouver sur les bases nickel forgées un travail d'optimisation de la microstructure. Donc là, pour la faire rapide, on va optimiser la taille des grains en fonction des propriétés qui sont recherchées. Donc si on veut des bonnes propriétés en fatigue, on va plutôt vouloir des petits grains. Et si on veut des bonnes propriétés en fluage, on va plutôt travailler à faire croître la taille des grains. On joue aussi sur les procédés de fabrication. Donc là, typiquement, on peut utiliser des matériaux par métallurgie des poudres. Donc là, typiquement, le N18. Donc là, c'est pour des disques de turbine HP où on va chercher à avoir des matériaux qui sont plus réfractaires. Et donc, pour la mise en œuvre, on va passer par un procédé dit de métallurgie des poudres. Toujours pour augmenter la capacité en température des superalliages des disques et des structures chaudes, on a travaillé ces dernières années avec des nouveaux alliages base nickel. Donc, il y a le 718+, donc l'AD730 qui est en fait le cousin du René 65 qui a été proposé par General Electric. Et sur les bases nickel élaborées par métallurgie des poudres, le successeur du N18, c'est le N19 qui permet un gain de 50 degrés par rapport au N18 et qui donc va être notamment mis en œuvre pour la fabrication des moteurs militaires pour la future génération d'avions de combat, donc le SCAF. Donc c'est un matériau qui est aujourd'hui en développement. Pour améliorer la fiabilité, ça passe par la maîtrise des gammes, que ce soit des gammes d'élaboration. Donc, c'est l'atomisation des poudres, la réalisation des lingots qui vont être ensuite matricés par des procédés de forgeage pour avoir la forme des pièces, donc typiquement des disques ici. Et après, il y a des étapes d'usinage qui sont réalisées par la suite. Et donc là, pour ces étapes de gamme, ce qu'on va chercher à faire, c'est de s'affranchir de l'apparition d'indications ou d'anomalies, autrement dit de défauts, qui peuvent être rédhibitoires avoir un impact important sur les propriétés de nos matériaux, notamment sur les propriétés en fatigue. Donc là, typiquement, on va avoir par exemple des criques de forge qui peuvent apparaître au forgeage, des inclusions de hard alpha, par exemple, aussi, qu'on peut avoir lors de l'élaboration et qui, on le sait, ont un impact sur les propriétés en fatigue. Un autre axe pour réduire les coûts de fabrication, c'est l'assemblage métallurgique, où donc là, on va souder des pièces entre elles à travers des procédés de soudage par friction inertielle, ou du soudage fusion aussi qui peut être mis en œuvre, ou des procédés de brasage. Et donc là, plus récemment, une introduction assez forte des matériaux issus de la fabrication additive, donc avec un certain nombre
de technologies qui ont été proposées en fabrication additive. Donc là, où vous pouvez voir quelques exemples à l'écran. Donc là, il y a eu même des preuves de concept de faire des aubes mobiles HP et des HP, donc des distributeurs haute pression en fabrication additive. On peut avoir aussi, en termes de composants, ici, oui, des carters Aval, par exemple, qui sont utilisés pour du Silvercrest en Inco 718. Donc là, l'intérêt de la fabrication additive, c'est d'introduire de la fonctionnalité sur les pièces et aussi de réduire les coûts de fabrication en réduisant notamment les étapes d'usinage, par exemple, et aussi en consommant moins de matière parce qu'on va fabriquer des pièces near net shape. Et donc, un dernier mot sur les matériaux composites. Donc, comme je le disais, les CMO ont été introduits sur le LEAP, donc pour faire l'aube fan du LEAP. Et aussi maintenant, ce qui est de plus en plus regardé pour introduction dans l'aviation civile, ce sont les CMC, au regard en fait, des limitations en température que peuvent rencontrer les alliages métalliques, donc notamment les monocristaux, quand on va chercher à atteindre des températures au-delà de 1200 degrés typiquement. Et donc, ce sont les CMC qui permettront d'avoir des composants qui tiennent à ces températures. Donc, notamment sur le civil, c'est des aubes, des aubes mobiles, donc des aubes de turbine basse pression qui peuvent être faits en CMC. Sur le LEAP, il y a aussi eu l'introduction d'anneaux ou d'anneaux en CMC ainsi que d'une chambre de combustion aussi en CMC. Et au-delà, quelles sont les perspectives pour les matériaux dans les turboréacteurs? Donc là, c'est un graphique assez intéressant. En fait, il présente les prévisions qui avaient été faites en termes de classe matériaux. En termes de classe matériaux, en 91, qu'est-ce qui allait être introduit au début des années 2000? Et donc, notamment, était prévue une introduction des matériaux réfractaires, donc type CMC, notamment. Une réduction des bases nickel au profit donc des CMC. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui était prévu? Le TIAL. Donc ça, les plus anciens d'entre nous ont sans doute entendu beaucoup parler du TIAL, parce qu'il y a eu beaucoup d'études, notamment en France, au niveau académique, sur cette classe de matériaux qui avait un fort potentiel. Et donc après, si on regarde la réalité des choses, finalement, les CMC, ils n'ont pas été introduits forcément au même niveau qui était prévu. Donc, les bases nickel sont toujours aussi présents. Le TIAL, ça a été beaucoup plus difficile, son introduction, on va dire. Par contre, on avait bien vu pour les CMO la part qu'ils allaient prendre dans les moteurs. Donc, c'était assez réaliste. Et donc, après, ce même travail a été fait en 2010. Quelle était la vision pour les moteurs de 2030? Donc, en fait, la classification n'avait pas forcément beaucoup évolué. On parie toujours sur les CMC parce qu'on sait qu'on en aura besoin. Donc, ça, c'était en 2010. Et ça a été mis à jour en 2020. Et la différence notable, elle porte sur la part qu'ont les matériaux basse fer, donc notamment les aciers, qui ont une part assez prépondérante dans la future génération de moteurs à horizon 2030. Et ceci s'explique par ça, par le RISE, donc, qui est un programme pour proposer un moteur non caréné et dans lequel
on souhaite introduire un réducteur. Donc, le principe, hein, c'est que on a l'arbre de turbine qui va entraîner la vitesse de rotation de la soufflante. Et compte tenu du fait qu'ici, on va changer d'échelle en termes de diamètre de soufflante, hein, on va faire un facteur 2, typiquement. Une opfan du LIP, c'est 80 cm. Et là, on va passer à une hélice qui fait près de 2 mètres. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, en vitesse périphérique, on a besoin de ralentir en fait cette vitesse périphérique pour des problématiques aérodynamiques et aussi de tenue de structure. Et donc, on introduit un réducteur pour découpler la vitesse de rotation entre la turbine et donc la soufflante. Et ce réducteur va être massivement composé de pièces en acier pour des problématiques d'engrenage. Donc, pourquoi ce programme? Donc, ça rentre dans notre logique et notre volonté de réduire l'empreinte carbone du domaine aéronautique. Néanmoins, quelques mots, hein, quand on regarde l'impact réel de l'aviation, on est plutôt dans l'ordre de 2 à 3% liés à l'aviation en termes d'émissions de CO2 par rapport à l'ensemble des industries qui sont dans le monde. Quand on se positionne par rapport au cimentier, à l'électricité, aux autres industries du transport, notamment routier, il y a un petit peu, on va dire, d'aviation bashing, mais les chiffres sont ceux-là. Notre contribution est de 2% dans la réalité. Mais néanmoins, même si c'est que 2%, on veut faire notre part du marché, hein, du travail, on va dire, et contribuer à cette réduction. Et donc, ce moteur et ce programme doit nous permettre de faire une partie du chemin. Et donc, comme je disais en propos introductif, on veut passer à 0 émission en 2050. Et ça, c'est vraiment issu aussi de la crise Covid et de la prise de conscience qui a eu lieu par cette crise Covid. Parce que déjà en 2008, l'objectif, c'était de réduction de 50%. Donc là, on a été beaucoup plus ambitieux en 2021. On s'est dit en 2050, on veut 0 émission. Et ce 0 émission, comment on va l'atteindre? Ça passe donc, comme je le disais, par la proposition de nouvelles technologies, de nouvelles architectures pour les moteurs d'avion, et donc avec des nouveaux matériaux. Et aussi, une part du travail passe par l'utilisation de carburants qui sont dits durables et qui sont moins émetteurs en CO2. D'accord? Donc, à la fois, en travaillant sur les technologies de conception d'aéronefs et aussi de moteurs d'avion, et en travaillant sur le carburant, on doit pouvoir atteindre ce zéro émission. Donc là, c'est sur ce graphique, hein, je n'ai pas insisté, mais en fait, ici, on regarde la croissance des émissions en fonction du trafic aérien. On voit que donc en 2020, il y a eu la crise Covid qui a conduit à une forte chute des émissions. Et après, si on poursuit dans les années, en fait, le bleu, c'est si on ne fait rien. Et là, après, c'est les actions de réduction d'émissions que l'on a entrepris, qui vont nous conduire au zéro émission à l'horizon 2050. Et donc, il y a 3 piliers, hein. Donc, la performance des moteurs, donc, pour moins consommer. Il y a des évolutions qui passent aussi par l'utilisation de carburants bas carbone. Et il y a aussi un pilier qui est lié à l'hybridation et donc à l'électrification des moteurs pour une meilleure gestion de l'énergie. Et donc, on voit que CFM, et donc Safran, a une contribution continue aux défis climatiques
Donc, le LEAP, moins 15%, et le RISE, qui doit nous permettre, en point d'étape, de rajouter encore moins 20% par rapport à la situation actuelle, en 2035. Et donc, qu'est-ce que c'est que le RISE? Donc, c'est un programme technologique et de démonstration ambitieux pour proposer donc un moteur non caréné, et donc en augmentant encore le taux de dilution. Donc, il doit permettre d'atteindre moins 20% de consommation de carburant, moins 20% des émissions de CO2, et donc réduire le bruit associé au fonctionnement du moteur. Et donc, il doit être compatible des carburants durables, d'une part, donc c'est ce qu'on appelle les SAF, et aussi être en capacité de prendre comme carburant de l'hydrogène liquide. Et donc, tout cela va passer par un plan de maturation technologique et de moteur en y associant, comme ce fut le cas pour le LEAP, les partenaires académiques tout au long du cycle de développement. Sur les énergies alternatives, donc aujourd'hui, il y a le kérosène. Donc on sait que c'est un limiteur de polluants, mais par contre, il fait le job en termes de puissance pour faire fonctionner le moteur. Comme alternative, on a aussi évoqué un temps les batteries. L'inconvénient des batteries, c'est qu'on n'est pas en capacité de stocker aujourd'hui assez d'énergie et de manière confinée pour pouvoir mettre ces batteries sur un moteur pour faire compte tenu des puissances dont on a besoin. Et donc, une alternative qui est aussi très séduisante et dont on entend beaucoup parler dans l'actualité, c'est l'hydrogène. Donc, qui, de fait que ce soit de l'hydrogène, doit nous permettre d'avoir zéro émission de CO2. Mais ça pose après d'autres questions de comment on va stocker cet hydrogène, notamment sous forme liquide pour gagner en masse volumique. Mais donc, sous forme liquide, ça veut dire qu'on est à des températures cryogéniques. Et donc, comment se passe après tout le transport vers le moteur à une température adéquate qu'on va injecter de l'hydrogène, lorsqu'on va injecter l'hydrogène dans la chambre de combustion. Donc après, il y a toute une réflexion autour des systèmes de circuits carburants et des réchauffeurs associés pour atteindre une température d'injection au niveau de la chambre de combustion qui soit acceptable pour les composants et les matériaux qui composent la chambre de combustion. Et donc, en alternative, et donc le temps que ces ruptures technologiques, notamment liées à l'hydrogène, soient efficientes, il y a l'utilisation des carburants durables. Et donc là, il y a déjà des démonstrateurs qui ont eu lieu l'année dernière, hein, et donc notamment via le projet Volcan, où il y a eu, donc sur un Airbus A319, un premier moteur LEAP qui a été, dont l'alimentation en carburant s'est fait avec 100% de SAF. Et il y a eu donc la même chose sur un LEAP 1B côté Boeing aussi. Donc, c'est déjà une réalité. Donc, en conclusion, et là, c'est plus un mot à destination de l'auditoire. Chez Safran, donc, les profils de docteurs sont vraiment appréciés. De par la grande complexité de nos produits, on a besoin d'avoir des compétences au niveau d'expertise. Pourquoi aussi le profil des doctorats est apprécié, c'est par les capacités d'innovation qui s'appuient sur des interactions fortes entre la recherche et donc l'industrie, donc Safran.
Et aussi, on a des défis assez importants à relever dans les années à venir, avec l'engagement fort que l'on a pour relever le défi climatique, et où je parlais des budgets RIT, R&D, là, 75% de plus du milliard là, que l'on consacre chaque année est consacré à la décarbonation. Et d'autre part, le profil des docteurs, hein. Les docteurs, ils ont aussi des compétences professionnelles qui peuvent être mises à profit en dehors de la recherche, hein, parce qu'on a plusieurs métiers, hein, que ce soit au niveau des avant-projets, mais aussi en production, en support, en service. Donc, ces profils-là peuvent aussi très bien s'épanouir dans les métiers, la diversité des métiers que l'on peut avoir au sein de Safran. Et donc, si vous souhaitez nous rejoindre après la thèse, ben, n'hésitez pas à aller sur notre site de bourse d'emploi. Et notamment actuellement, je peux vous le dire, on est en recherche de talents. Zoër, c'est tout pour moi. J'en ai fini ma Merci beaucoup, présentation. Lionel. Merci beaucoup pour Lionel. cet exposé extrêmement intéressant. Voilà, c'est ouvert pour la discussion, pour les questions que vous pourriez poser par chat ou directement oralement, parce que vous pouvez maintenant activer vos micros et vos caméras. Voilà, donc on attend vos questions et je vais peut-être commencer. Donc, vous avez commencé avec une brève description de votre carrière. Et ce que j'ai noté, c'est qu'à la fin, vous avez quand même tenu à passer une HDR. Et la question, c'est pourquoi en fait, donc vous gardez une relation assez forte avec la recherche académique, mais c'est un besoin, c'est plutôt votre souhait, c'était pourquoi? Bah, les deux, je vais répondre les deux, hein. C'est vraiment, c'est un souhait personnel de rester connecté avec le monde académique, les étudiants, les chercheurs, enseignants-chercheurs. Donc ça, c'est vraiment un souhait personnel. Et après, c'est aussi un besoin dans le groupe, hein, de rester au plus près connecté du monde académique pour notamment être, entre guillemets, à l'affût de nouvelles ruptures techno, de nouvelles méthodos qui pourraient être mises à profit pour nos produits. D'accord. Et le dernier Et point, c'est que aussi dans notre je parlais qu'on recherchait des talents. On a aussi chez nous une filière expertise qui est reconnue en interne. Et donc, on a aussi des fortes exigences au niveau scientifique, hein, pour nos experts. Et donc, pour rester, entre guillemets, à niveau, c'est bien de te confronter au monde académique. d'accord. Alors, il y a une question de Louis qui dit, j'ai l'impression que la réponse est non, mais est-ce que Safran est intéressé par des profils spécialistes des matériaux quantiques? Je pense aux nouvelles phases quantiques comme la supranon conventionnelle, l'info quantique, l'optique quantique. Alors là, c'est une bonne question. Dans les métiers nouveaux, après, je ne sais pas si ça peut être un débouché. Dans les métiers nouveaux là, que l'on a, c'est l'électrification des moteurs, hein. Ça va faire partie des enjeux forts dans les années à venir. L'électronique de puissance. Donc ça, des physiciens, entre guillemets, sur ce domaine-là, chez nous, on en aura besoin. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que pensait Louis, mais… Non, je ne pense pas, mais bon, l'informatique, et je pense que l'informatique est très présente dans les avions d'aujourd'hui, mais je pense que pour l'instant, l'informatique quantique, on n'en a pas besoin. Mais bon, je ne sais pas, hein, il y a toujours des choses que… C'est plutôt là, pour des ordinateurs, pour des calculs très compliqués, etc., je pense que éventuellement, voilà, mais après, donc lui dit, je pensais plus aux matériaux quantiques en général.
Donc là, je pense pas non Pas plus. d'exemple d'application en tête Voilà, d'accord. de mon côté là, non. Et si vous avez donc vous avez parlé de votre lien, de la nécessité de ce lien avec le monde académique. Donc il y a, heu, bien sûr la partie, que vous maîtrisez le plus, qui est plutôt la simulation, si j'ai bien compris, des comportements mécaniques et cetera. Il y a aussi le côté, matériaux propres. C'est plutôt la métallurgie? C'est la recherche de nouvelles phases? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement? Parce qu'en fait, il y a les métaux évidemment, mais vous avez aussi parlé de matériaux tissés et cetera. Donc, ça couvre un domaine très vaste en fait. Oui, oui, ça couvre un domaine très vaste. Donc là, si on parle vraiment de la métallurgie, là, par exemple, concrètement, pour les futurs monocristaux dont on aura besoin pour tenir en température, enfin, pour des températures de plus en plus élevées, parce qu'en gros, pour un moteur, plus on augmente la température, mieux va être le rendement. Et donc, on cherche toujours à augmenter les températures de fonctionnement du moteur. Et par contre, après, on est en limite au niveau matériaux. Et donc, pour les monocristaux, il y a actuellement des recherches qui portent sur la composition en termes d'alliage, hein, enfin des compositions qui vont composer cet alliage, pour respecter des critères qui peuvent paraître antagonistes. On va vouloir en même temps du fluage et de la fatigue. Et donc, pour ce faire, on s'appuie sur ce qu'on appelle de la métallurgie numérique, donc de la métallurgie combinatoire, en fait, à partir de l'exploitation de bases de données pour définir des compositions optimales au regard d'un critère que l'on aura défini. Donc ça, c'est des travaux de recherche actuellement qui sont menés pour proposer des alliages haute performance. D'accord. Après, sur les composites, on travaille sur plusieurs axes. Euh, Typiquement, on va regarder si on peut introduire de nouvelles fibres, des fibres à plus haute résistance par rapport à celles qui sont utilisées actuellement. Après, ça pose d'autres questions, comme ce sont des matériaux hétérogènes, c'est quel est l'impact au final et quelle est la compatibilité, on va dire, avec la résine, par exemple. Donc, est-ce qu'on va augmenter la tenue de la fibre, mais est-ce qu'on ne va pas perdre au final sur le composite parce qu'on n'aura pas une bonne compatibilité avec la résine? Je sens que Zoher pourrait avoir des remarques, là-dessus. En attendant, vous posez toujours des questions, hein, chat ou direct, allez-y. Oui, j'aurais une question, Lionel. J'étais étonné sur vos nouveaux moteurs, la part de l'acier va augmenter dans le futur, alors qu'on est sur des densités relativement importantes, même importantes pour l'acier. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériaux alternatifs? L'acier, c'est vraiment ce qu'il va vous falloir? Oui, Je tape pas sur l'acier non, non, particulièrement, hein. non, mais pour les problématiques, on va dire, haute résistance et aussi pour des problématiques de, de tenue en extrême surface en lien avec le procédé. Donc là, on va faire des procédés de traitement thermochimique notamment pour encore augmenter la résistance mécanique en surface et les aciers s'y prêtent bien D'accord. pour répondre à ce besoin. Par contre, je ne sais pas si je prendrais un avion, avec les moteurs en acier et l'hydrogène liquide, hein, parce qu'il faut que ce soit au moins l'acier 316, je ne sais pas, ou quelque chose d'autre. Mais Mhm. voilà, donc ça pose effectivement ces SAF, vous les avez appelés, je pense, les nouveaux carburants, ça pose des problèmes très fondamentaux pour les nouveaux moteurs. Oui. Après, les SAF, c'est du kérosène Ah, d'accord. traditionnel, mais c'est juste que voilà, dans sa fabrication, il est, euh, il est, euh, il est durable, entre guillemets, entre du recyclage ou à partir d'exploitation d'éléments d'agriculture. On peut aussi en obtenir comme ça, mais on cherche à faire du kérosène, en fait.
Après, par contre, oui, l'hydrogène, ça pose d'autres questions. Mais effectivement, il y a aussi des questions sociétales, hein, liées à la proposition de ces nouvelles architectures, hein. Bien sûr. Et il y a vraiment des avions qui volent avec des batteries et ils font quelle distance? Bah, il y a des avions, il y a des démonstrateurs qui ont été faits, mais pas pour du transport massif de passagers. Parce qu'il y a une D'accord. problématique de densité de batterie qui fait que, pour caricaturer, si on voulait faire voler un avion, il faudrait mettre une batterie qui est de la taille de la carlingue pour le faire décoller. Donc, aujourd'hui, la réduction de la taille des batteries n'est pas au niveau, entre guillemets, pour l'aviation civile de passagers. D'accord. Il me semble que Francisco a levé la main. Oui, tout à fait. Mais Francisco, votre micro est fermé. Ah, ou alors c'était… Bon, alors peut-être pas. Euh, et je voulais demander aussi, donc, les nouvelles alliages et les composites, etc., vous avez dit, c'est pour les meilleures performances, mais c'est aussi pour un gain de masse, hein, c'est bien Oui, ça. oui. Gain de masse, donc moins de masse, ça veut dire moins de carburant, etc., etc. Mais quelle est la proportion qu'on peut gagner? Parce que vous avez parlé essentiellement des moteurs, mais aussi sur le carlingue et le reste, je pense qu'on peut gagner, non, avec d'autres matériaux. Et quelle est la proportion entre moteur et carlingue? Bah, après, là, enfin, sur les aéronefs, les composites sont déjà massivement utilisés, hein. Ah, d'accord, d'accord. C'est, Donc, c'est le gain qu'on peut faire maintenant, c'est sur les moteurs, en fait. oui. Moi, j'aurais une question, parce que là, de ce que tu as montré, Lionel, la science des matériaux est très présente dans vos moteurs et dans les futurs développements, puisque continuellement, si j'ai bien compris, vous êtes à la recherche de matériaux plus performants, plus robustes, plus légers. Et à chaque modification de vos matériaux, vous êtes obligé de les certifier avec toute une batterie de tests, même si, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste des alliages métalliques, mais si par exemple, tu avais parlé tout à l'heure de travailler sur la taille des grains et pour aller chercher certaines propriétés, dès lors que vous avez modifié ça, vous êtes obligé de recertifier le matériau? Oui, j'ai même pas évoqué, mais c'est vrai qu'après, on a chez nous ce qu'on appelle un processus de montée en maturité. Donc, c'est ce qui est basé sur l'échelle TRL, qui a été historiquement introduit par la NASA et donc décliné chez nous, et qui cherche donc à faire monter en maturité en minimisant, donc en gros, chaque niveau, c'est pour minimiser le risque, hein, quand tu vas déployer ta technologie. Et donc, quand on développe un matériau, on fait ces vérifications, on a un certain nombre de critères à respecter. Et ensuite, un matériau est lié à son procédé et donc aussi à sa pièce. Et donc, tu dois certifier le tout, quoi. D'accord. Et après, j'avais… Ah, voilà ton assistant, l'entendait depuis tout à l'heure, c'est parfait. On a fait connaissance. Et j'avais une autre question dont tu as parlé. Le fait, est-ce qu'au final, l'intelligence artificielle, vous le faites arriver pour le choix de nuances matériaux? Tout à fait. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment concret, hein. On utilise donc voilà, l'intelligence artificielle et le machine learning dans le cadre du design numérique des matériaux. Et donc, en gros, l'objectif, c'est de s'appuyer sur ces techniques-là pour définir un certain nombre de compositions d'alliage, les sélectionner et qu'après, on va les fabriquer en vrai, quoi, et les tester. Donc, aujourd'hui, c'est une réalité sur la D'accord. partie métallique.
D'accord. On avait évoqué cette question à l'Institut Matériaux. On a un membre du CODIR de l'Institut Matériaux qui maintenant il est dans l'Institut des sciences des données. Il dirige l'Institut des sciences des données au niveau de Sorbonne. Mais je pense que ça pourrait être intéressant par la suite d'échanger parce qu'il pourrait y avoir un lien très intéressant entre l'Institut des données et l'Institut Matériaux, voire même avec Sky. L'intelligence artificielle, oui. Sur l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a des terrains d'investigation qui peuvent être très intéressants. Et puis avoir l'avis du monde industriel dans ce sens-là, ça peut être très intéressant. Absolument. Moi, j'avais aussi noté d'autres questions. Vous avez parlé de fabrication additive. Donc, c'est une imprimante 3D, c'est quoi en fait? Oui, tout à fait. On a des imprimantes 3D donc, pour faire du laser beam melting, donc de la fusion laser sur lit de poudre, typiquement, ou d'autres procédés de fabrication. Mais bon, c'est notamment le LBM qu'on investigue. Et on investigue tellement qu'il y a un centre Safran dédié à l'additive manufacturing. Donc, il a ouvert, ils ont inauguré les locaux l'année dernière sur Bordeaux. Et donc, il y a vraiment la volonté d'introduire de remplacer en fait des pièces qui sont aujourd'hui fabriquées soit par des procédés de fonderie, notamment des pièces base nickel par procédé de fonderie, par de la fabrication additive. Et après se pose la question de comment on certifie ces pièces-là vis-à-vis Mais la motivation derrière, c'est quoi? La motivation derrière, la première, c'est la réduction de coûts. Parce qu'on va faire des pièces near net shape, donc on réduit la consommation de matière et les étapes derrière d'usinage, de finition. D'accord. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est du rajout de fonctionnalité. Elle vole? Vous avez des pièces en fab additive qui volent? Oui, sur le LIP. D'accord. On a introduit des pièces en F1. Mais ça veut dire qu'après, en termes de production, ça ne va pas aussi vite que les techniques traditionnelles ou vous en sortez combien de pièces en fab additive? Au moins de mes peu de connaissances, ça va lentement, non? Non, ça... En fait, tu gagnes aussi sur la santé métallurgique des pièces que tu sors. Donc, il faut faire le rationnel en termes de pièces bonnes. Et puis, tu as également l'outillage, que tu n'as pas le même outillage par rapport à des procédés traditionnels. C'est vrai. Mais ça soulève également de belles problématiques scientifiques aussi. Des belles problématiques, notamment sur une qui est importante, c'est l'intégrité de surface que tu vas avoir pour des pièces issues de fabrication additive. Donc, tu veux aussi t'affranchir d'opérations post-fabrication additive pour faire avoir une surface qui soit adéquate en termes de rugosité. Et donc, si tu veux que ça paye sa place, il faut minimiser ces étapes-là. Ouais. Donc, soit tu acceptes de vivre avec une rugosité importante, soit tu as des procédés qui sont pas, comment dire, qui coûtent pas cher et qui te permettent d'atteindre un état de surface satisfaisant. Donc, oui, il y a des réflexions dans ce sens-là. Et après, derrière, en termes de dimensionnement, comment tu prends en compte ou pas cette intégrité de surface. Donc oui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais après, quand tu regardes dans le monde académique, la littérature est abondante sur le sujet. C'est vrai. Alors, j'avais peut-être une autre question. Vous avez mentionné que l'aviation contribue en fait très peu aux émissions du monde industriel, de 3%, mais je suis un petit peu étonné. Peut-être que
le trafic par aviation est beaucoup moins par rapport à d'autres moyens de transport, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est uniquement la partie fabrication que vous tenez en compte ou c'est aussi le carburant qui est brûlé quand un avion vole? Là, c'était la partie aviation, enfin, moteur en service, Moteur en service, d'accord, d'accord. Donc, en fonction voilà, du trafic aérien, des passagers qui sont transportés. d'accord, d'accord. Et en termes d'hydrogène liquide, il va falloir les stocker dans les avions. Ça revient de votre responsabilité ou de la responsabilité de l'avionneur? La répartition actuelle, c'est l'avionneur. Donc, l'avionneur devrait trouver des solutions pour pouvoir stocker de l'hydrogène liquide. Et de votre côté, comme tu disais dans ta conf, c'est d'être capable de le remettre en bonne condition pour qu'il soit utilisé dans vos moteurs. Exactement. Et ça également soulève pas mal de De questions, oui. ouais, de vérification. Il y a bien, oui, deux questions, hein. Déjà, c'est les gradients thermiques que tu vas avoir et qui sont beaucoup plus importants parce que tu passes de températures cryogéniques à des températures là, enfin, de fonctionnement moteur actuel. Donc, Le ça te gars fait peut élevé, hein. voilà, un gradient élevé. Et l'autre point, c'est l'environnement, l'impact de l'hydrogène sur les propriétés des matériaux. Oui, Donc, typiquement, la fragilisation par hydrogène. Donc, c'est des problématiques à considérer. c'est ça. Et les Et tailles, le troisième, c'est aussi le fait que surtout quand tu vas plus en aval vers le moteur, enfin, ça t'éjecte plus d'eau, quoi, parce que oui, tu as beaucoup plus d'eau à considérer que dans du kérosène. en termes Donc, d'éjection. voilà, donc tu as des problématiques de corrosion à Effectivement. considérer, quoi. Après, si vous êtes au-dessus du Sahara, ça va. Les gens en bas, pourquoi pas, mais bon. Oui, oui, donc ça soulève d'autres problématiques. Et je pense également au fait que les molécules d'hydrogène étant très petites, ça va aller un peu partout dans des endroits où le kérosène n'y allait pas forcément. Oui, il y a toutes les problématiques d'étanchéité aussi. C'est ça, les étoiles, ouais, tout ça. Ouais, donc du coup, il y a encore du boulot, hein. Même Ah pour oui, les académiques, je parlais par rapport aux académiques. Et donc, vous disiez en fait que là, c'est un fort moment d'embauche. ah oui, tout à fait. Ah oui, là, il y a besoin de cerveau, là. Et c'est quel type de profil? Euh, Moi, si je parle chez moi, en ce moment, on recherche des ingénieurs matériaux, que ce soit côté métallurgie, du procédé, de la modélisation des procédés, du comportement des matériaux. Donc, c'est assez diversifié, là, des profils. Après, il y en a aussi côté de nos bureaux d'études, hein, pour faire de la conception, pour travailler à la conception de ces futures architectures. Et toi, Lionel, tu pensais quand tu as fait, ta fini centrale et après tu as commencé une thèse, tu te projetais à ce métier-là, à ce que tu allais faire en gros, je te pose la question par rapport à nos masters et nos doctorants qui sont actuellement en doctorat ou qui sont en master. Euh, Est-ce que tu arrivais à te projeter ou quand tu es arrivé à... Bon, bien sûr, ta thèse était en lien un petit peu avec ton métier puisque tu as été embauché par rapport à tes compétences, par rapport à ta thèse. Mais après, tout le métier que tu fais actuellement, comment, comment ça a évolué? Est-ce que c'est au fur et à mesure de tes prises de compétences, de responsabilités ou... En fait, avec le recul, je dirais que j'ai voulu rester dans le monde de la technique, on va dire, des sciences et techniques. Et après, plus particulièrement au niveau des matériaux, en fait, tu te rends compte qu'à Safran,
il y a tellement de challenges à relever au niveau matériaux et procédés, que les matériaux et procédés sont vraiment, quand je dis que c'est une des clés en fait dans le développement des performances de nos moteurs, en fait, tu as vraiment de quoi t'amuser, entre guillemets, quoi. Il y a vraiment une grande diversité d'applications, d'intérêts. Tu peux vraiment trouver de quoi t'amuser et sur une longue période de temps. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que enfin, tu peux faire toute ta carrière dans les matériaux, quoi, Et, si tu le et- et- souhaites. et donc concrètement, tu t'es retrouvé, toi, entre cet équilibre entre de la recherche, parce que au final, même si c'est de la recherche appliquée, puisque vos finalités sont bien concrètes, mais vous êtes obligé de faire de la recherche amont, être à la veille et être toujours en contact avec les académiques. Et donc, du coup, tu te retrouves sur cet équilibre entre les deux, entre les demandes finalement. Exactement. On peut vraiment, parce que moi, voilà, j'avais quand même une hésitation entre le monde académique et la recherche. Et là, j'ai trouvé un bon équilibre entre les deux au sein de Safran. Et également, moi je le sais, on se connaît depuis longtemps, tu encadres des thèses de doctorat sur des sujets, donc tu es vraiment toujours, c'est pour ça je pense également que ton HDR était importante également à la passer, pour être vraiment toujours en contact avec le monde académique, de diriger des recherches, d'avoir cette vision pour pouvoir donner des orientations futures, mais bien sûr toujours en lien avec les besoins de la société. Tout à fait. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. Euh, S'il n'y en a pas d'autres questions, Zoër, c'est bon pour toi? Ouais, pour moi, c'est bon, hein. J'en aurais, je pense, bon, sur le domaine des... si, j'ai une question également. À ton avis, les céramiques dans les parties chaudes du moteur, vous les intégrerez vers quelle échéance? Parce que c'est vraiment aussi un grand challenge, ça aussi. Ben, sur, sur les parties, enfin, sur le programme RISE, il y a la volonté de les introduire, clairement. D'accord. Donc 2035. D'accord. Et également sur le programme RISE, on a l'habitude d'être sur des moteurs carénés. Là, on va se retrouver avec des moteurs ouverts, avec des obs dont tu parlais, qui font à peu près 2 mètres, c'est ça? Ouais. C'est assez impressionnant. Ça devrait changer l'état d'esprit des passagers au moment de monter dans l'avion. Oui, oui, c'est une vraie question. Et l'avionneur, tu vois, les questions qui se posent actuellement, c'est où est-ce que je mets le moteur, tu vois? Oui, ça aussi. Est-ce que tu le mets sous l'aile, en arrière de l'avion? Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont liées à ça. Donc, d'une part, d'un point de vue, comme je disais, sociétal, hein, que le passager soit prêt à monter dans un avion avec une hélice qui tourne à côté de son oreille. Et aussi, d'une part, sécuritaire, comment assurer l'intégrité s'il y a un événement qui se produit. Oui. Donc, non, non, il y a Voilà. encore beaucoup de questions ouvertes. C'est des beaux challenges pour l'avenir. Voilà, ça c'est peut-être un bon mot de la fin aussi. Donc, merci encore beaucoup à Lionel pour cette présentation. Merci à tous nos auditeurs. Donc, c'est la 5e et dernière conférence de la série de cette année, la 2e édition. Et bien sûr, on vous invite à l'édition de l'année prochaine, donc février-mars 2023. Je pense que c'est quelque chose qui suscite de l'intérêt et qu'on va certainement continuer à l'Institut de sciences des matériaux. Donc, je vais aussi remercier les 5 conférenciers encore une fois et tous nos éditeurs de toute cette série-là. Et on prend rendez-vous pour l'année prochaine. Merci et au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci Merci à Lionel. vous. Au revoir. Au revoir.